Nous allons maintenant voir les différents appareillages en revoyant pour chacun leur objectif, le cahier des charges. Et là, je vais vous parler des grands principes, vous décrire les différents appareillages, mais durant les séances de travaux pratiques, nous allons pouvoir voir de façon plus détaillée comment on définit le cahier des charges, quelles sont les différentes caractéristiques de ces appareils et quelle est la démarche qui va permettre d'adapter le bon appareil au bon enfant, de poser les bonnes indications et de définir les appareils dont chaque enfant peut avoir besoin. Pour être très schématique, on va avoir des appareillages statiques et des appareillages dynamiques, des appareillages de fonction. Les appareillages statiques, ça peut être des appareillages diurnes, portés pendant la journée, mais quand même très souvent des appareillages nocturnes pour la prévention. J'insiste à chaque fois en cours là-dessus, c'est vraiment primordial. La première étape, quand on propose un appareil à un enfant, c'est de bien identifier quels sont les problèmes auxquels on va essayer de répondre, et en fonction de ça, on définit les objectifs. C'est la première étape de la définition du cahier des charges. On va les passer en revue de façon globale, et ensuite, pour chaque appareil, on va dire quels sont les objectifs de chaque type d'appareil. Premier type d'objectif, c'est des objectifs orthopédiques. J'en ai beaucoup parlé tout à l'heure, on ne va pas le répéter dans le détail, mais on veut prévenir les rétractions musculaires. Ensuite, il y a un objectif d'éducation posturomotrice. On veut aider l'enfant à développer au mieux ses capacités sur le plan moteur, et l'appareillage joue son rôle là-dedans, en fonction des potentialités de chaque enfant, bien sûr, mais donc selon les cas, ces appareils actifs vont avoir un objectif d'acquisition de la station debout, d'amélioration de la qualité de la marche, d'amélioration de la qualité de la station assise, éventuellement de permettre une meilleure utilisation au niveau du membre supérieur. On a aussi des objectifs de type éducatif et psychosocial, c'est-à-dire que on va vouloir chez un enfant, par exemple, qui n'est pas capable de tenir assis, en position allongée, les interactions avec ses parents, avec ses frères et sœurs, avec les autres enfants à la crèche ou à l'école, vont être extrêmement limitées. Et donc, le fait de proposer un siège, une installation en position assise, ça va lui permettre de meilleures interactions, une stimulation sensorielle par une horizontalité du regard, par des possibilités d'interaction visuelle, une perception de la verticalité qui va permettre des stimulations vestibulaires. Ça va permettre une bonne installation pour les repas. La qualité de la déglutition, elle est influencée par la position du cou, c'est un élément qui est important. Et puis, favoriser la socialisation, les interactions avec les pairs. Donc voilà, tout ça, c'est une dimension d'éveil sensoriel, affectif, psycho-affectif, et donc c'est une dimension qui est importante. Il y a les effets physiologiques, quand on reste en position allongée tout le temps, la digestion, le transit intestinal, la respiration, l'évacuation urinaire, l'évacuation des selles ne se font pas bien. Et donc, en fonction, la station assise, la station debout vont pouvoir favoriser certaines de ces fonctions. Et donc, c'est ce qu'on recherche également. Ce n'est pas limitatif, il peut y avoir d'autres types d'objectifs, mais ce qui est important de bien retenir, c'est que on ne va pas pouvoir atteindre tous les objectifs avec un seul appareil. Et quand on propose une position à un enfant, ce n'est pas pour qu'il reste dans son corset-siège 12 heures par jour. Il faut varier les positions et donc pouvoir proposer plusieurs types d'appareils et donc faire preuve de créativité dans ce qu'on peut proposer pour s'adapter à chaque enfant, aux activités que cet enfant va suivre pendant la journée,
et aux différents environnements dans lesquels les appareils vont être utilisés. Alors, quelques généralités, ça peut paraître des banalités, mais l'expérience montre que malheureusement c'est pas évident pour tout le monde. Encore une fois, je rabâche l'importance de définir le cahier des charges et d'avoir des objectifs précis, adaptés à chaque enfant, individualisés, et qui prennent en compte les attentes de l'enfant et de sa famille. La réalisation d'un appareillage, c'est quelque chose qui est forcément pluridisciplinaire. On ne peut pas faire une ordonnance, la donner à la famille, et puis laisser l'orthoprothésiste se débrouiller dans son coin. C'est pas possible. Un appareillage, forcément, ça implique l'enfant, ses parents, l'orthoprothésiste, le médecin MPR, le kiné, l'ergothérapeute. Alors, idéalement, toutes ces personnes vont être réunies dans un même lieu pour réaliser l'appareillage. C'est ce qui se passe quand on travaille en CAMS, en CESAD, dans des IME, etc. En pratique ambulatoire, des fois c'est un petit peu plus compliqué. Des fois on n'a que 2 personnes qui sont réunies. Des fois il faut utiliser un petit peu des artifices, c'est-à-dire demander de faire des bilans à l'ergo, à la kiné, de transmettre. Et puis même si tout le monde n'est pas réuni dans le même lieu, on va faire en sorte que chacun s'implique et qu'en amont de la réalisation on y réfléchisse. Mais cette dimension pluridisciplinaire, elle est fondamentale. Sinon, on aboutit à des choses qui sont stéréotypées et qui ne sont pas utilisées, voire même peuvent être délétères parce qu'ils ne correspondent pas à chaque enfant, aux besoins de chaque enfant. Ça peut paraître être une évidence, mais un appareil devrait être prescrit et réalisé que si on est certain qu'il sera efficace et qu'il sera porté. Et malheureusement, on voit des appareils qui sont prescrits par un chirurgien, pour donner un exemple, mais aussi parfois par des médecins MPR, qui font une ordonnance, on envoie la famille réaliser l'appareil en lui disant c'est important, il faut que ça soit fait, il faut qu'il soit verticalisé, mais sauf que si ça ne correspond pas à la demande de l'enfant et de ses parents, s'ils ne sont pas convaincus de l'utilité, ça va finir sur le balcon et ça ne sera jamais utilisé. Et donc, si vraiment la famille a compris le besoin, oui, on le prescrit, mais si on pense que de toute façon ça ne sera pas utilisé, on essaie de travailler là-dessus, mais moi je ne prescris pas un appareil si je pense que ça ne sera pas utilisé. Et des fois on peut se planter sur un premier appareil, mais du coup je ne le renouvelle pas. Et donc il faut évaluer quelle a été l'efficacité, quelle a été l'utilisation de l'appareil avant de le renouveler. Parce que si on ne l'utilise pas, si on ne met pas un appareil, il est inefficace. Ça peut paraître être la palissade, mais si c'est juste pour se donner bonne conscience, ça ne sert absolument à rien. Et donc l'appareil doit être contrôlé, on doit vérifier que on l'a effectivement utilisé, qu'il a été utilisé de façon régulière, et puis en le contrôlant, en demandant aux parents de le rapporter, on va montrer que c'est important pour l'appareilleur, pour le médecin, pour le kiné, et du coup les chances que ce soit utilisé sont plus importantes, et puis on va pouvoir voir quels étaient les défauts, quelles modifications il va falloir apporter lors du renouvellement. Donc ça c'est quelque chose qui est fondamental. Et puis pour certains parents c'est évident, pour d'autres pas forcément, et puis des fois les appareillages ils sont faits, ils sont mis à l'école, et puis les parents ne les voient pas. Et l'enfant il grandit, mais le corset-siège, non. Le corset-siège, il va pouvoir des fois être réglé, mais des fois on voit des parents qui disent je sais pas, la maîtresse elle dit que il n'est pas bien, il pleure quand on le met dans son corset. Oui, il n'est pas content, il pleure, mais il a les genoux dans le menton, il est hyper serré, parce que le corset-siège il a été fait il y a 1 an et que personne ne l'a jamais revu, et que la maîtresse, elle n'a pas l'œil exercé pour ça, elle n'a pas le temps, et donc elle s'en occupe pas. Donc il faut le revoir, il faut l'adapter après par la suite. Le contrôle de l'appareillage, ça veut dire évaluer la tolérance, l'efficacité, l'observance.
Et donc ça, on demande, mais aussi quand on voit l'appareil, quand il est neuf comme au premier jour, ou bien au contraire, quand il y a de la poussière, la pluie qui l'a abîmé, bah, oui, on peut vous jurer, si docteur, il va tous les jours, une demi-heure par jour, que non, il n'est pas utilisé. Et puis, bah, on en discute avec la famille, on refait le point régulièrement, on l'adapte, on refait les réglages. Et puis, parfois, ça va passer par un enregistrement vidéo, par une analyse de la marche, une analyse de la qualité de la station assise, par des vidéos, par une analyse quantifiée du mouvement, pour essayer d'objectiver un petit peu les évolutions qu'il peut y avoir. Ça, c'est un exemple de fiche d'appareillage qu'on utilise dans un des CAMS où je travaille, hein, où au départ on définit les objectifs, et puis après, dans le suivi, quels sont les problèmes qui ont été posés. Ça permet d'avoir une mémoire, et sur l'appareillage suivant, donc là on a le cahier des charges, des objectifs, est-ce que ça a été fait sur moulage, sur scan, sur mesure, quelles sont les adjonctions qui ont été faites, et quand est-ce que ça a été livré, est-ce qu'il y a eu des réparations, et donc tout ça on va le prendre en compte dans la réalisation de l'appareil suivant. Un appareil, quand il n'est pas utilisé, il ne faut pas partir du principe que c'est l'enfant, ses parents qui ont mis de la mauvaise volonté. Il faut essayer de comprendre pourquoi, parce que quand même, dans la grande majorité des cas, il y a des raisons. Et les raisons, donc ça peut être que il n'a pas été efficace, il n'était pas adapté, ou bien il était devenu trop petit, mal réglé. Ça peut être qu'il est inconfortable, douloureux, gênant, et un appareillage doit être confortable et indolore pour être utilisé. Si ça fait mal, si c'est inconfortable, il ne sera pas utilisé, c'est pas le but. Parfois c'est juste que c'est compliqué à mettre, et que quand nous on fait l'essayage, on va être à deux, on va lever les bras de l'enfant, se pencher en avant, démonter, mais s'il faut un quart d'heure pour installer l'enfant dedans, c'est sûr que ça ne peut pas être utilisé, donc il faut le prendre en compte. Et puis parfois, ben, l'enfant il a une selle, un verticalisateur, une mousse en position assise, un corset siège, et puis il est à l'école, il est chez la nounou, et donc quand il rentre à la maison et il lui reste 1 heure le soir, il ne va pas pouvoir utiliser tout ça en même temps. Donc toutes ces dimensions-là, elles sont à prendre en compte quand on prescrit un appareillage, qu'on définit les objectifs, et parfois il faut juste prioriser un petit peu et voir de quoi l'enfant a besoin en fonction des différentes activités qu'il peut être amené à faire dans la journée. On va maintenant passer en revue les différents types d'appareils. Alors on va commencer par les orthèses des membres, et on va commencer par parler des orthèses de posture, et puis on parlera ensuite des orthèses de marche. Donc les orthèses de posture, ça peut être des attelles suropédieuses, cruropédieuses, pour les membres inférieurs. Parfois, on va remonter jusqu'au niveau du tronc quand on veut avoir une abduction ou une extension, avec un réglage possible en abduction. Au niveau des membres supérieurs, ça va pouvoir être brachio-antébrachial, antébrachiopalmaire, et globalement, on dit qu'il faut le porter au moins 6 heures par jour pour que ce soit efficace, et pour contrecarrer tout le temps où les muscles sont en position raccourcie. Après, des fois 1 heure ou 2, c'est quand même mieux que rien du tout. On s'adapte en fonction de la tolérance et en fonction du calendrier de l'enfant. Les orthèses de marche, ça va être surtout des attelles suropédieuses, rarement des cruropédieuses ou pelvipédieuses, parce que c'est lourd, c'est encombrant, et habituellement, à part sur des périodes de rééducation, sur des objectifs particuliers, si c'est trop lourd, ça ne sera pas porté. Et puis, on verra le cas particulier des appareils des rotateurs. Alors, sur les orthèses de posture de membres inférieurs, le cas le plus fréquent, c'est quand on a un équin, avec donc une flexion plantaire du pied liée à la spasticité. On va faire une orthèse suropédieuse, sur moulage, qui permettent de bien positionner le pied. Et donc là, il y a plusieurs types d'attelles. Là, on a une attelle de type botte qui est circonférentielle,
Donc vous voyez qu'un pied qui est complètement en équin à un stade où c'est complètement réductible, et ben on va pouvoir le positionner à angle droit. Et habituellement, c'est des orthèses qui sont portées la nuit et qui vont permettre d'avoir une bonne tolérance et de prévenir l'apparition d'une rétraction du triceps sural et donc des rétractions fixées. Ce qui est important, c'est de prendre en compte aussi les déformations qu'il peut y avoir en valgus ou en varus au moment du moulage, et donc en impliquant une correction au niveau du pied. Quand on a un équin valgus, et ben on va positionner le pied en légère supination pour corriger cette déformation également dans l'appareillage. Et puis, si on veut logiquement étirer les gastrocnémiens, qui sont plus à risque de rétraction, logiquement il faudrait remonter jusqu'au niveau de la cuisse, donc faire un appareillage cruropédieux. En pratique, c'est quand même beaucoup moins bien toléré, et donc très souvent on fait surtout des appareils suropédieux en sachant qu'on n'est pas forcément efficace sur les gastrocnémiens, mais qu'il vaut mieux étirer au moins bien le soleus plutôt que d'avoir un appareil cruropédieux mais qui n'est pas porté du tout. Après, quand on a en plus des rétractions des ischios, ou une hypertonie au niveau des ischios et un risque de rétraction en flexion de genou, on va pouvoir passer sur un appareillage cruropédieux. Et on voit au cas par cas. Là, je vous ai mis une botte, donc quelque chose de circonférentiel. Parfois, on peut faire quelque chose qui ne soit pas fermé devant. On peut faire des orthèses qui soient articulées avec des possibilités de flexion et un rappel en flexion dorsale, avec des articulations de type Tamarack, Klenzak, Ultraflex. On s'adapte au cas par cas. Là, je vous ai mis des photos d'orthèses cruropédieuses avec une articulation de Tamarack qui permet un rappel en extension de genou, en flexion dorsale de cheville. Et pour vous montrer qu'après on s'adapte et qu'on essaye de faire quelque chose de modulaire, chez ce jeune qui avait du mal à tolérer toute la nuit les cruropédieuses mais qui tolérait bien les suropédieuses, on a d'un côté un appareillage suropédieux avec une articulation de Tamarack en flexion dorsale de cheville, ce qui permet, quand il a un spasme en extension, qu'il puisse avoir un mouvement de flexion plantaire, et puis ensuite, une fois qu'il se relâche, l'articulation de Tamarack entraîne un rappel en flexion dorsale de cheville, et ça permet d'améliorer la tolérance, parce qu'il n'est pas bloqué dedans, il peut quand même bouger, et puis après, une fois qu'il s'endort, on va avoir un rappel en flexion dorsale. Donc c'est mieux toléré, donc c'est plus efficace. Et ensuite on a une orthèse cruropédieuse et les deux s'encastrent l'une dans l'autre, ce qui permet, quand en milieu de nuit ça tire trop, qu'il ne le supporte plus, qu'il a trop chaud, il enlève juste l'orthèse crurosurale et il garde l'orthèse suropédieuse. Et puis en plus de ça, on a ajouté un coussin d'abduction. Et là pareil, plutôt que de mettre une barre rigide qui ne tolérait pas bien, il a un coussin d'abduction. Et puis si en cours de nuit il ne le tolère plus, il le vire. Et voilà, on a quelque chose qui est modulaire et qui, pour ce jeune, permettait d'avoir du coup une meilleure tolérance. Un autre type d'attelle, vous voyez chez ce jeune là, on a un pied en valgus, en plus de l'équin, et du coup on a fait une orthèse avec un mât médial qui permet de mettre l'attelle en position de valgus, et puis une fois qu'il est mis en place, on va appliquer le mât et mettre en place le velcro, et c'est au moment où on applique le mât médial que on va permettre une réduction. Et donc ça permet du coup une meilleure tolérance et une meilleure efficacité sur le valgus que si on mettait une gouttière postérieure où en général c'est plus compliqué de mettre en place et de bien corriger la pronation au niveau du pied.